tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Tout part de soi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, alors c'est pas vraiment une notion de développement personnel, c'est pas non plus une notion de spiritualité ou des conseils dans le bien-être. C'est simplement que en ce moment, je me suis remise à la lecture et je me suis quand même demandé quels étaient les bienfaits, tant psychologiques que, potentiellement physiques, que en fait tous les bienfaits possibles et inimaginables de la lecture. Et je voudrais vous parler un petit peu, de ce que je lis et de ce que ça me fait en fait, tout simplement. Et pour ça, du coup, pour une fois, j'ai préparé mon podcast et je me suis fait des notes en plusieurs parties et j'ai beaucoup de choses à dire en fait, parce que j'ai découvert beaucoup d'informations qui en réalité, découlent en fin de compte du psychologique et finalement, de loin, on peut le raccrocher au développement personnel. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, en fait, je me suis vraiment mise à lire intensément, et quand je dis intensément, c'est parfois un livre de, allez, 400-500 pages, je pouvais le lire en une semaine, sachant que j'ai quand même un train de vie qui est un peu accéléré quand même, et que j'ai pas forcément le temps en réalité de me poser pour lire. Donc je vais vous raconter un peu de comment je fais pour avancer mes lectures. Alors tout simplement, c'est que je lisais un peu n'importe où et n'importe quand. Alors c'est pas bien, hein, je sais que s'il y a des collègues qui m'entendent dans ce podcast, ils vont me taper sur les doigts. Mais parfois, en fait, ça m'arrivait que je fasse un peu exprès de mettre en stand-by un projet, parce que je savais que le projet allait me prendre, allez, je fais de la mise en page majoritairement dans ma journée, donc j'avais estimé qu'en 2 heures, je pouvais faire le projet. Eh bien, comme j'avais pas envie de faire plusieurs projets dans la même journée, et parfois ça m'arrivait de lire, en fait, en dehors de mes temps de pause, ce qui n'est absolument pas bien, je le sais. Mais je sais aussi que je ne suis pas la seule à le faire, de sources sûres. Et je lisais, mais n'importe où, à la salle de sport, entre mes temps de pause, pour mes exercices, de musculation ou de renforcement. Ça m'arrivait d'arriver avec mon livre, que les gens me regardent un peu de travers et que je me mettais à lire, en fait. Et c'est surtout que, dans mon cas, et ce qui est assez rigolo, je trouve que la lecture, je l'aime beaucoup plus dans les temps froids. Donc les saisons, mi-saison automne, saison d'hiver, voire début de mi-saison, de printemps. Et c'est vrai que maintenant, depuis le mois d'avril à peu près, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est en fait, en vrai, c'est pas le bon terme et pas du tout la bonne tournure de phrase. C'est pas que j'ai du mal à lire, c'est que j'ai envie de faire totalement autre chose. J'ai envie de sortir, j'ai envie de m'occuper de mon chat, de mon jardin, de faire des sorties avec mon chéri, de mes potes et tout. Et du coup, bah, forcément, en dehors de mon temps de travail, j'ai pas forcément de temps pour lire plus que ça. Donc déjà, voilà, donc c'est plus les moments d'hiver où j'ai envie, voilà, les moments froids, d'être sous un plaid, avec un chocolat chaud, un thé ou toute boisson chaude, toute bienvenue, avec un bon livre, et souvent ça me donne envie. Donc déjà, en partie 1, je voudrais, simplement revenir un petit peu sur les bienfaits scientifiques et cognitifs de la lecture. Parce que, on dit la lecture ça fait du bien et cetera, on se sent mieux. Parfois, même une personne qui lit pas du tout, je prends l'exemple de mon conjoint qui s'est mis à la lecture là, il y a franchement 3 mois, je vais pas vous mentir. Il y a 1 an, il avait acheté la trilogie, des Seigneurs des Anneaux, étant un grand fan de Tolkien, et en fait, il a eu du mal à se mettre dans la lecture. À sa décharge, mon compagnon est dyslexique. Je vais revenir un peu là-dessus, au cours du podcast, parce que finalement, en fait, quand on a une neuroatypie ou, une petite particularité, neuronale, parfois ça peut être très compliqué de lire et ça demande un vrai effort. Et en fait, mon conjoint, il a donc commencé la lecture il y a 1 an, du livre dont je vous parle là, donc le premier tome de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, hein, pas le Hobbit. Enfin bon, je pense qu'après il passera sur le Hobbit aussi. Il avait lu jusqu'à, je pense, 5 chapitres et il avait laissé tomber parce qu'en fait, il faisait autre chose. Il préférait, faire, enfin voilà, du jeu, vidéo ou autre chose. Enfin, le gaming pour lui, ça prend une grande place dans sa vie. Là où moi, la lecture, ça me prend une grande place dans ma vie, et en fait, bah, il a préféré retourner aux sources pour lui. Et il s'avère que là, depuis qu'on a déménagé, même un peu après, il s'est remis à relire des livres parce que moi, en fait, j'avais des temps calmes
avec mes livres et je lisais beaucoup et je pense que mon comportement a dû influencer son envie de se remettre à la lecture. Pourtant, c'était quelque chose de difficile pour lui et il s'est remis à la lecture et là, bah, honnêtement, il a mis enfin tous les soirs, il lit, hein, carrément, 1 chapitre par soir et donc il a bientôt terminé, le tome 1, il va passer au tome 2. Donc comme quoi, voilà. Alors moi, souvent quand je parle avec des gens, je vois que en fait, j'ai une grande, rapidité à lire les livres, mais en réalité, je vais pas vous mentir que ça dépend du sujet, ça dépend de comment c'est écrit. Je reviendrai encore dessus en fin de podcast, mais là, je voudrais juste revenir un petit peu sur donc l'aspect, scientifique. Donc déjà, en fait, il faut savoir que lire, c'est un exercice des plus complets pour le cerveau. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau n'a pas été, en fait, conçu pour lire. La lecture est une compétence relativement récente, en fait, dans l'histoire et c'est pas quelque chose qui est inné chez nous parce que de base, en fait, biologiquement, on est des chasseurs-cueilleurs et donc on n'est pas du tout, composé pour lire et donc le cerveau, pour faire cette activité, il doit se détourner de plusieurs réseaux neuronaux qui sont des réseaux, bah, d'instinct. Comme je disais, on était des chasseurs-cueilleurs. Donc, pour pouvoir marcher, parler, communiquer, bouger les bras, bouger les pieds, ça, c'est quelque chose. Mais la lecture, en fait, demande un autre réseau, neuronal et donc, permet d'arriver à un exercice cérébral qui est complet. Parce qu'en fait, plusieurs zones du cerveau vont être, activées. Déjà, on va avoir une première zone qui va être activée pour la reconnaissance des lettres. Donc il y a une forte mémoire qui va être, bah, présente à ce moment-là, parce qu'on apprend les lettres et le son qu'elles font et cetera, à l'école. Mais donc du coup, je viens de parler de son. Effectivement, quand on lit, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Moi, personnellement, quand je lis, j'ai carrément des scénettes dans ma tête, des personnages qui sont en train de parler, donc j'imagine la scène, mais aussi, les voix, le timbre de la voix, quand on m'explique dans le livre telle émotion passe dans telle chose, bah, du coup, j'imagine aussi l'émotion et cetera. Donc en fait, moi, quand je lis, mon cerveau est absolument allumé. Pourtant, c'est un temps calme, mais c'est un exercice, en fait, qui demande énormément de réflexion. Mon copain, lui, il me disait: «Bah, moi, quand je lis, j'ai plutôt une voix off, en fait, qui lit l'histoire et qui me la raconte dans ma tête». Et en fait, du coup, bah, suivant, en fait, comment votre cerveau fonctionne et comment vous arrivez à, recevoir l'histoire par rapport à votre lecture, et bien, en fait, il y a différentes choses qui vont se passer. Dans le cas de mon copain pour la voix off, du coup, il arrive à transmettre à travers les mots des sons qu'il peut entendre. Donc en fait, le cerveau est capable d'analyser les mots, donc dans un premier temps, pour pouvoir les transformer en sons, heu, reçus. Parce qu'en réalité, mon copain n'entend pas les voix, mais c'est dans sa tête, donc c'est des sons reçus, des de la mémoire du son, en fait, pour tout simplement avancer l'histoire et pouvoir accéder à l'histoire. Alors que moi, du coup, j'ai besoin de l'imagination pour pouvoir visualiser et entendre mon histoire, en gros. Donc là, déjà, on a plusieurs choses qui se font, dans le cerveau au moment où on a la lecture. Il faut savoir aussi que quand enfin voilà, on a tous une vie, on a tous un train de vie et cetera. Parfois, ça m'arrive aussi de pas reconnaître des mots dans des livres et donc du coup, j'accède à de nouveaux mots et donc un nouveau, vocabulaire. Et ça, en fait, ma lecture me permet donc d'avoir un lexique et d'avoir la capacité d'enregistrer des nouvelles choses, des nouvelles informations et donc c'est un bon exercice pour le cerveau aussi, parce que ça lui permet de réenchérir ce qu'il connaît déjà et de pouvoir, enfin voilà, ouais, réenchérir, en fait. C'est comme si on faisait des grandes archives dans notre tête et bah, en fait, là, il y a de la nouveauté et ça permet, en fait, de lui remettre une information plus jeune et de composer avec ça, en fait, tout simplement. Ensuite, donc je disais créer des images mentales, donc comme je le disais, moi, j'ai besoin de l'imagination, pour pouvoir anticiper ensuite le reste de l'histoire. Donc l'anticipation aussi du reste de l'histoire, en fait, de quand vous êtes factuellement en train de lire un mot, vous avez, parfois peut-être, parmi, vous, il y a des gens qui, au moment où ils lisent le mot, ont déjà la scène qui est en train de se découler et cetera et ça devient une lecture totalement logique parce qu'en fait, c'est comme si on regardait un film, mais dans notre tête. Ensuite, un dernier point aussi pour toutes les activités, en fait, que le cerveau fait en simultané, au moment où on est en train de lire ne serait-ce qu'un chapitre, en fait, de livre, il y a aussi le fait de stocker les informations. C'est comme je disais tout à l'heure, le cerveau, depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on a appris à lire à l'école et cetera,
emmagasine en fait du vocabulaire, des sons, des syllabes, des mots qui veulent dire telle ou telle chose, machin, enfin bref, c'est tout un apprentissage et plus on lit, plus cet apprentissage-là, en fait, il est stocké dans notre tête. C'est comme des archives et donc du coup, en fait, c'est un gros travail. Donc si je récapitule, dans un premier temps, notre cerveau, il reconnaît les lettres, il les transforme en sons ou en images. Il accède du coup à du nouveau vocabulaire ou à du vocabulaire qu'on a déjà en réserve, en archive, mais donc du coup ça fait ressortir aussi notre connaissance. Il peut créer des images aussi mentales, il peut anticiper la suite de l'histoire et il stocke toutes les informations au moment même où on est en train de lire. Il stocke les informations, bah oui, parce que aussi, si on n'a pas les informations du début de l'histoire à la fin de l'histoire, c'est clair qu'en fait on va juste se perdre dans la lecture, donc c'est un bon exercice de mémorisation aussi la lecture. Dans un second temps, c'est que la lecture, en fait, d'un point de vue totalement scientifique, même là, je parlais, de ce qui se passe un peu dans le cerveau et tout, mais d'un point de vue, on va dire, plus biologique, la lecture, en fait, ça renforce les connexions neuronales. Donc en fait, si on lit régulièrement comme je le fais, moi, bah, tous les soirs ou même un peu n'importe quand dans ma journée et cetera, c'est que les connexions, en fait, qui sont pas forcément là dans notre cerveau, elles vont se créer et elles vont se renforcer. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas, mais il paraît qu'en fait, sur certaines études qui ont été menées en IRM, et bien, en fait, on voit, que le fait de lire un roman pendant plusieurs jours à la suite, en fait, augmente temporairement la connectivité entre les zones liées. Donc le langage, la mémoire, l'imagination, bon, j'ai dit la mémoire, le stockage quoi, en gros. Et les sensations corporelles, parce que parfois, il arrive aussi que le fait de lire un livre qui est très émouvant, par exemple, ou très hot, parce que moi, je lis de la romance, donc on va revenir là-dessus aussi un peu plus tard, ou je sais pas, bah, comme mon copain qui lit du Tolkien, un peu, il se passe de la guerre, de la bataille, etc. On peut aussi ressentir des effets corporels au moment où on est en train de lire, en fait, tout simplement. Donc, c'est quand même, enfin, c'est comme si on vivait la scène, en fait, donc c'est quand même un travail que le cerveau nous fait, parce que nos sensations, elles sont de toute façon dirigées, c'est pas le mot, mais heu, j'allais dire enfin, oui, si, dirigées, en fait, par notre cerveau complètement et donc en fait, quand on sait que notre cerveau est capable de nous faire ça, c'est comme si, en fait, on partait dans le livre totalement et je trouve ça trop fou, en fait. Un troisième petit point pour, cet aspect un peu, scientifique de la lecture, c'est que, lire, ça améliore, la mémoire. Bah, en fait, c'est tout simplement ce que je disais, tout à l'heure. Lire, en fait, ça oblige constamment le cerveau à retenir, bah, les personnages un peu importants, les relations entre eux, les lieux, dans lesquels ils sont. Si en plus de ça, c'est pas réel, c'est du fantastique ou de la SF ou quoi que ce soit, il faut que notre cerveau, il soit capable aussi d'imaginer des choses qui n'existent pas forcément et donc de transmettre dans l'imaginaire complet et donc ça, en fait, on est obligé de le stocker dans notre mémoire pour avancer dans l'histoire et donc effectivement, ça améliore complètement, la mémoire, surtout parfois aussi dans votre lecture. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin moi personnellement, ça m'est déjà arrivé en lisant du Morgane Moncomble. Donc Morgane Moncomble, pour ceux qui connaissent pas, c'est une autrice, française à succès, qui écrit, de la romance, contemporaine, mais surtout, parfois un peu psychologique et tout et je trouve ça, très, très fou. Là, actuellement, elle fait une trilogie sur une romance, historique, enfin, très fortement influencée sur l'histoire, même si en fait on retrouve, de la modernité dans la façon dont elle écrit et cette autrice-là, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire à la fin du livre: «Putain, je le savais». Mais genre vraiment, comme s'il y avait des indices un petit peu enfin, placés comme ça dans l'histoire, mais en même temps, tu as un doute, mais en même temps, tu sais pas trop, si c'est ce que tu penses ou pas et à la fin, tu es en mode satisfait parce que tu le savais et donc en fait, enfin, cet exercice-là de reconnaître les petits indices un petit peu dans ta lecture et bien, en fait, c'est, tout simplement la mémoire qui est en train de se souvenir que, quelque part dans ta lecture, genre 10 pages en avant, tu as soupçonné qu'il se passerait quelque chose 10 pages en arrière, donc enfin 10 pages plus tard, donc là où tu en es actuellement. Et ça, en fait, c'est vraiment, vraiment un travail de mémoire. Et en fait, justement, enfin, cette gymnastique qui se fait avec la mémoire, c'est en réalité, il se passe trois choses. Donc, on a la mémoire de travail, donc en fait, vraiment, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, factuellement, comment le cerveau il fonctionne, avec les étapes différentes, reconnaître les lettres, le stocker, etc. On a la mémoire épisodique, donc ça,
C'est vraiment enfin, début de l'histoire, milieu de l'histoire, fin de l'histoire, est-ce que je me souviens de tout? Donc la réponse est oui. Donc en fait, on stocke des épisodes dans notre tête. Et la mémoire à long terme, c'est 1 mois, 2 mois après, pouvoir raconter l'histoire à quelqu'un du livre qu'on a lu, en fait. Et s'en souvenir et pouvoir, pas en détail, pas spoiler, mais en tout cas, l'entité de l'histoire, comment dire, l'ambiance de l'histoire et un peu ce qui se passe, vous vous en souvenez. Et donc ça fait partie, en fait, d'un travail de mémoire, du coup. Et aussi, du coup, juste là, je fais une aparté, mais en fait, je pense que si le cerveau est capable de faire tout ce travail-là, de reconnaissance, de mémoire, de stockage et aussi à long terme, je pense qu'en fait, ça aide énormément à s'organiser après dans notre vie de tous les jours et cetera. Parce que le cerveau, il fait une gymnastique et en plus, une gymnastique qui est censée être bien-être parce que quand on lit, en général, on est posé, le corps ne bouge pas ou pas beaucoup, notre respiration est plutôt calme, les BPM, si on parle des battements de cœur, pareil, c'est plutôt calme. Enfin, en général, on vit pas du stress quand on lit. Donc c'est plutôt enfin voilà, c'est un peu comme la méditation, où on est dans un épisode de notre journée, on est plutôt calme et en général, on fait ça avant de se coucher aussi. Donc, je pense que ça aide à s'organiser parce que le cerveau, en fait, va faire cette gymnastique-là dans un temps calme. Et donc, dans la journée qui va suivre, bah, potentiellement, on va avoir un peu plus de facilité à s'organiser aussi. Je parlais du coup tout à l'heure du fait que parfois on est un peu inégaux face à la lecture. Pour certains, ça va être très facile, on va dévorer des livres en une semaine. Pour d'autres, il va falloir plusieurs mois ou plusieurs années pour un livre. Et en fait, j'ai remarqué aussi que la lecture, ça développe l'attention. Si je vous prends mon exemple, je n'aimais pas lire quand j'étais au lycée, encore moins quand j'étais en école sup parce que enfin, j'étais en BTS de direction, enfin de mode en fait. Donc on me demandait énormément de travail, j'avais pas le temps pour lire, c'était pas quelque chose qui m'attirait, etc. Et en fait, j'ai commencé à lire quand j'ai eu mon diplôme donc de master en direction artistique et que j'ai eu, on va dire, 6 mois de chômage, parce qu'après, j'ai eu une promesse d'embauche et j'ai commencé en septembre de l'année d'après. Donc, du coup, en gros, enfin, ouais, 6, 7 mois de chômage. Et en fait, je m'ennuyais. Mais quand je vous dis je m'ennuyais, j'essayais de me trouver une vocation de fou et tout. Quand j'ai eu ma promesse d'embauche et donc la signature de mon contrat avant que j'arrive dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, bah en fait, je m'ennuyais. Je pouvais pas, pardon, partir en vacances parce qu'en fait, c'était en plein été, j'avais rien réservé et tout. J'étais encore en mode, bah oui, mais si je trouve un travail cet été et tout, donc fallait que je me rende disponible et tout. Donc, bah en fait, je me suis mise à la lecture à ce moment-là. J'ai découvert plusieurs lectures qui m'ont plu. Moi, personnellement, donc, comme je le disais, je lis de la romance. J'ai absolument pas honte de dire ça. Je sais même pas pourquoi on devrait avoir honte de lire de la romance. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont étonnés. Et même moi, des fois, quand je leur parle de mes lectures, j'ai un petit sentiment pas de honte, mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Voilà, donc c'est un peu triste parce qu'en fait, c'est une lecture que j'adore. Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte, mais dans les romances, pour ceux qui veulent tester, il se passe mais énormément de choses. C'est pas juste il y a un mec, une meuf ou deux amoureux qui vont. Enfin, non, en fait, c'est pas juste ça. Typiquement, récemment, je viens de terminer, non, c'était il y a 2 semaines, mais j'ai terminé une lecture qui s'appelle The Condition of Wild. C'est Anna Hastings, je crois qu'elle s'appelle, l'autrice, en tout cas, c'est Hastings, ça c'est sûr. Et en fait, l'histoire, c'est une nana qui fait de la reconnaissance comportementale en psychologie, qui est à Cambridge, en fait, en fin d'études à Cambridge, et qui est actuellement, enfin, comment dire, en apprentissage aussi, en lien avec une psychologue, du coup. Et en fait, elle reconnaît tous les signaux non verbaux, donc le mensonge, la manipulation, la corruption, les neuroatypies, mais aussi les personnalités toxiques, etc., chez les gens. Et donc, du coup, enfin, elle fait donc ses études à Londres et elle retourne dans sa famille parce qu'il va y avoir un décès. Et donc, elle est conviée aux obsèques de cette personne qui est décédée. Donc, ça, c'est au tout début de l'histoire, donc je ne spoile rien. Mais vous allez vite vous rendre compte dans l'histoire que la nana, elle repère beaucoup de choses chez les uns et chez les autres, qu'il y a des secrets de famille de fous furieux,
Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'elle a été, chassée de sa famille à l'âge de 14 ans, pour une raison que je vous dévoile pas, parce que si vous voulez lire le livre, franchement, j'étais sur le cul. Et donc du coup, elle se retrouve à Londres à l'âge de, alors je sais plus si c'est 14 ou 16 ans par contre, mais je crois que c'est 14 ans, ouais, en effet. Et donc du coup, elle s'est retrouvée, en famille d'accueil un moment et puis ensuite elle a fait ses études, elle a fait tout son lycée, ses études, là-bas et elle est retournée, en Amérique que pour les obsèques, du coup. Et donc, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'indices dans toute la lecture. Enfin bref, j'ai adoré cette lecture. Je pensais pas l'adorer à ce point-là, très honnêtement. Mais enfin, franchement, c'était un feu d'artifice d'informations. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que justement, déjà la lecture, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de travail, en fait, au niveau du cerveau. Mais en plus, là, on parle d'une personne qui analyse tout, de tous les personnages. Et donc moi qui a cette capacité-là de pouvoir imaginer ce qui se passe, bah, imaginez-vous bien que du coup j'avais beaucoup d'informations, mais en fait c'était trop bien. Donc je disais, oui, la lecture, ça développe l'attention. En fait, enfin, là je repars un petit peu sur mon petit planning, parce que je vois que les minutes tournent. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations visuelles, notamment par les réseaux sociaux. On est là, on scrolle, on passe d'une vidéo courte à une photo, on lit même pas les descriptions, enfin, on passe très vite sur les choses. Moi qui travaille dans le réseau social, enfin, et de la com en général, je vois bien que les informations, faut qu'elles soient rapides, faut qu'elles soient courtes, faut que ça soit dynamique, donc avec en général du son, ça bouge, enfin voilà. Donc en fait, le fait de lire, ça fait totalement l'inverse. On est là, on se pose, enfin voilà, on peut rester peut-être 2 minutes sur une page, ce qui fait qu'un chapitre de 10 pages, ça fait bah, 20 minutes de lecture, enfin voilà. Et ce qui nous demande en fait du temps et de se poser avec nous-mêmes. Et en fait, on se rend compte que la lecture aujourd'hui, bah, c'est une rééducation à l'attention. On observe aussi chez les personnes qui lisent régulièrement, bah, moi je m'en prends comme exemple, que on a une meilleure capacité à être attentif à ce qu'on nous dit ou à ce qui se passe autour de nous aussi. Et en fait, on est beaucoup plus concentré, mais sur un laps de temps qui est beaucoup plus long. Et du coup, bah, en fait, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les pathologies, enfin pathologies neuroatypiques, je préfère dire ça, mais de TDAH, troubles de l'attention, de troubles de l'hyperactivité, mon copain est aussi hyperactif. Donc il est dyslexique et hyperactif. Vous imaginez bien que de lire, pour lui, au départ, c'était une torture, mais vraiment. Et au fur et à mesure du fait de lire et que ce soit même un rituel avant de se coucher, etc., il s'est même rendu compte que c'était un anti-stress pour lui. Pourtant, il aurait jamais dit ça il y a quelques années, hein, mais très honnêtement, il a dit à tous ses potes qui lisaient, tout le monde, enfin ceux qui le connaissent bien, et même ses parents, enfin ils étaient tous étonnés, mais oui, je vous confirme que mon conjoint lit, et en plus de ça, il va de plus en plus vite, et il est de plus en plus satisfait de ce qu'il est en train de lire, et donc du coup, bah en fait, enfin voilà, et pour revenir sur l'amélioration de l'attention, oui, c'est reconnu hein, quand même que la lecture, bah, comme on est obligé de se poser pendant, comme je vous disais, 20 à 30 minutes pour un chapitre de 10 pages à peu près, sans parler du fait qu'il y a des dévoreurs de livres qui sont là, qui peuvent lire, allez, une dizaine de chapitres par session. Je dis bien session parce que je sais pas trop comment appeler ça, une session de lecture peut-être. Enfin, vous imaginez bien que enfin, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, s'il y a des personnes ici qui me disent: «Ouais, mais moi j'aime pas lire parce qu'en fait, j'aime pas ça au niveau sensationnel, en fait, j'aime pas ça». Figurez-vous que j'étais comme vous et j'ai bien évolué. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu quand même faire un podcast dessus parce que je trouve que dans le dev perso, ça a de loin quand même sa place. Après, on peut parler de nos lectures et tout et ça, c'est trop cool. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous aimez comme lecture. Mais moi, enfin voilà, je trouve qu'en fait, c'est hyper enrichissant et d'ailleurs, c'est enrichissant aussi pour notre langage parce que chaque livre, en fait, expose quand même, 1 millier de mots, voire plus. Que ces mots, on les dit pas tous les jours, on les entend pas tous les jours, mais on les voit écrits du coup dans nos livres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, bah en fait, ça réenchérit aussi tout ce qu'on a d'archives de vocabulaire. Donc en fait, pour le langage, ça améliore quand même les expressions, les tournures de phrases, je sais pas moi, les notions de nuances de langage peut-être, pour pas répéter tout le temps la même chose. L'élocution, ça peut aussi l'améliorer.
Donc l'expression orale, l'expression écrite, et aussi la compréhension aussi de ce que peuvent nous dire les gens, ou par écrit ou par oral. Donc franchement, enfin, c'est quand même un bon point, entre guillemets. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, parce qu'en fait, en vrai, je suis en train de vous exposer un peu tout ce que j'ai trouvé comme information sur la lecture. Mais en fait, c'est juste que je trouve que, enfin, moi qui suis une grande lectrice, maintenant je peux le dire, parce que je dévore un livre par semaine, voire un livre par mois en ce moment, parce que je fais plein d'autres choses en même temps. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer un podcast là où, quand on est en hiver, je suis plutôt là en train de lire. Mais ça ne serait tardé, je vais retourner en saison d'automne, moi, cet été. Je vais pouvoir lire un peu plus de livres. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends bien compte que la lecture, Heu, en fait, physiquement, je sens vraiment un apaisement quand je lis, mais j'étais loin de penser qu'il se passait tout ça dans mon cerveau pendant que j'étais en train de lire, et ce que ça fait au long terme après, dans ma journée, quand je n'ai pas le livre entre mes mains. Et en fait, le truc, c'est qu'après, il faut que la lecture soit bonne et il faut que le sujet vous plaise. Mais en général, quand vous trouvez un livre ou un thème, enfin voilà, comment dire, une catégorie de lecture, donc comme moi je le disais, c'était plutôt romance. J'aime la romantaisie aussi, un peu moins. Ça dépend de la période de l'année. En automne, j'aime bien lire de la romantaisie, mais au cours de l'année, en général, je lis plutôt de la romance contemporaine, hem, plus, de la new romance aussi, donc new adulte. Je sais pas si vous voyez, mais c'est souvent les personnages ont entre, 20 et 30 ans, mais pas plus. Et en fait, c'est dans ma tranche d'âge, donc forcément, en fait, je me vois aussi peut-être potentiellement dans les personnages, et du coup, j'arrive un peu plus à me plonger dedans. Il y a aussi le fait que je préfère, par exemple, que ce soit écrit à la première personne du singulier et au présent. Quand j'ai un livre qui est écrit à la troisième personne du singulier, donc au il ou elle, et qu'on m'expose les faits comme si j'étais pas dedans, donc il était en train de manger un quignon de pain sur un banc quand il l'a aperçu, et ça me gonfle au possible. J'aime pas ce genre de lecture-là, mais après, c'est mon avis à moi. Moi, j'aime bien quand on me dit Heu, j'ai vu, tel personnage, j'étais en train de faire ça et machin, et là, il se passe quelque chose. Là, je suis en train d'observer que ci, que ça, et en fait, j'arrive à vraiment rentrer dans la lecture à ce moment-là, et en fait, ça stimule de ouf mon imagination quand, j'ai, bah, toutes les conditions qui sont réunies pour avoir une bonne lecture. Donc comme je disais, la catégorie, un thème abordé, en général, ça va être, bah, une lecture psychologique parce que j'aime ça, ou même une lecture à thème. Parfois, vous avez des grandes sorties, souvent en automne, de lecture, de romance, mais à thème. Par exemple, bah, la lecture, vous allez lire, il y a c'est en automne, c'est souvent, en Amérique, c'est souvent, à Édimbourg, en Écosse, parce que c'est des paysages qui se prêtent vraiment bien à l'automne, et donc en fait, c'est des lectures d'ambiance, j'aime bien les appeler comme ça, et ça me fait aussi plaisir, autant, enfin, quand la saison est propice à ça, ça me fait aussi plaisir de lire ça, et donc forcément, bah, si les conditions sont réunies, je vis un bon moment aussi pendant ma lecture. C'est vraiment un moment, de déstress, en fait, genre, enfin, vraiment. Et du coup, je disais, ouais, ça stimule l'imagination. Bah ouais, parce qu'en fait, quand vous êtes en train de regarder un film, par exemple, et que l'image, elle est déjà devant vous, et qu'en fait, vous avez rien à faire, c'est vraiment un exercice passif de regarder un film. Vous avez toute l'histoire, etc. C'est cool. En vrai, j'adore regarder des films, hein. Je vais au cinéma ce week-end, il n'y a pas de souci. Mais la lecture, ça fait que, bah, en fait, l'image, elle est pas créée. On a que des mots, on a des descriptions pour pouvoir se faire une cartographie mentale de ce qui se passe. Donc on imagine les paysages, on imagine les personnages, les visages, les expressions, les couleurs, les voix. Enfin voilà, en fait, le cerveau, il imagine vraiment énormément de choses, et le plus fou, c'est quand même au moment où on imagine les émotions, parce que les auteurs, je trouve que, purée, mais genre, juste, c'est un talent de fou de savoir faire ça, de transmettre une émotion, vraiment en mode, moi je me suis retrouvée des fois à rire parce que des personnages étaient totalement ridicules, ou même à pleurer parce que des personnages me faisaient mais une peine mais immense, et pourtant, bah, enfin, je veux dire, c'est que des mots, quoi, et en fait, ça a un pouvoir mais tellement immense sur nous, et je me dis: «C'est fou de savoir faire ça, heu, chez quelqu'un, en fait», et c'est ça aussi qui me fait, moi, kiffer la lecture de fou, et qui me fait y revenir à chaque fois,
et maintenant que parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je lisais beaucoup des Heures noires. Je sais pas si enfin, quelqu'un entre vous sait ce que c'est, mais en gros, c'est un peu comme les cabanes roses ou des trucs comme ça. C'était des catégories de livres pour jeunesse. Et les Heures noires, c'était beaucoup des histoires d'horreur, en fait. Et bon, il y a quelques histoires que je me souviens, comme le fantôme de Sarah Fisher ou la Murder Party, que j'ai bien aimé, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, c'est pas du tout une lecture qui me. J'ai bien aimé sur le moment, mais en fait, j'étais toujours avec des émotions de peur ou d'angoisse quand je lisais ça, et donc du coup, c'était pas plaisant. Et je lisais ces livres-là qui doivent faire 200 pages à tout casser en l'espace de un mois à l'époque. Et aujourd'hui, je lis 600 pages en l'espace de 2 semaines, voire une semaine pour The Condition of Life. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une évolution tout le temps. Je bégaye. Désolée pour ceux qui écoutent ça. C'est vraiment pas agréable, mais je bégaye énormément en ce moment parce que j'ai une grosse fatigue. Mais la lecture m'aide à faire face, n'est-ce pas? Et en fait, enfin voilà, pour revenir un petit peu sur le fait que ça stimule l'imagination, mine de rien, c'est que chaque lecteur produit en fait son propre comment dire, monde dans la lecture, dans ce qu'il est en train de lire. Par exemple, j'ai une amie avec qui on s'envoie sur l'application Goodreads, donc c'est une bibliothèque en digital. On y insère tous les livres qu'on a lus et toutes nos enfin, appréciations, bonnes ou mauvaises, on note les livres et tout. Et avec cette copine-là, parfois on s'envoie bah voilà, des vocaux parce qu'on lit les mêmes livres pour savoir si on a eu les mêmes sensations, les mêmes vécus en fait pendant la lecture. Et c'est pas rare qu'on vive pas les mêmes choses, que finalement on n'aime pas les mêmes choses ou au contraire, on adore la même notion, le même truc, et que du coup on se rejoigne là-dessus et qu'on est en mode comme des folles, comme des groupies de la lecture, quoi, en mode ah, t'as vu ça et tout, c'est trop ouf et tout. Enfin, c'est franchement, la lecture rassemble. Petit aparté aussi, un truc de fou, mais je suis allée au Festival du Livre à Paris avec cette copine-là. On s'est retrouvés dans une populace, mais on s'est dit, mais c'est un truc de fou parce que nous, on pensait être totalement niche, etc. En lisant de la romance, parce qu'en fait, on n'en parle pas, comme je vous ai dit, il y a une espèce de tabou un peu chelou sur le fait de lire de la romance. Et en fait, quand tu regardes un peu sur les réseaux sociaux ce qui se fait autour de la lecture de romance, et justement, ça s'appelle des booktokers. Donc sur TikTok, des bookstagram sur Instagram. Vous pouvez faire hashtag booktoker ou bookstagram. Vous allez vous rendre compte de l'ampleur que la romance a pris depuis quelques années là, mais c'est un truc de malade, mais vraiment. Et en fait, il y a des lectures qui sont un peu. Je vais parler un peu de la dark romance. Pareil, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais la dark romance, en fait, c'est très, comme le nom l'indique, très dark. Donc il y a beaucoup de sexe, on peut le dire. Il y a beaucoup de scènes vraiment explicites, parfois avec un peu de violence verbale ou physique. Et c'est des histoires, souvent, c'est un kidnapping qui finit par se transformer en romance. Et donc, du coup, bah, on est clairement sur un symptôme enfin, comment ça s'appelle? Le syndrome de Stockholm. Et donc, d'être, enfin voilà, La Belle au bois dormant. C'est l'ancêtre de la dark romance. Donc, vous voyez, pas La Belle au bois dormant, n'importe quoi, la Belle et la Bête. C'est l'ancêtre de la dark romance. Et c'est vraiment ça. Elle se fait kidnapper, elle finit par tomber amoureuse, et au final, c'est plus une bête, c'est un prince. C'est trop ça. Mais c'est beaucoup plus trash, hein. Voilà. Et on se rend compte, en fait, que bah, dans les générations enfin, des plus jeunes, en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent, en fait. Et c'est incroyable parce que on pourrait croire que la jeune génération, la Gen Z ou Alpha même, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sont beaucoup des flemmards, sont beaucoup dans le digital, machin. Je vous promets, hein, on a eu de la chance avec ma copine parce qu'on est allé, c'était au Grand Palais à Paris, et on est allé donc pour le Festival du Livre, c'était le 18 mai dernier. J'ai même acheté un livre là-bas. Je fais vraiment ma groupie, mon Dieu, c'est vraiment, c'est grave. Et en fait, on est rentré, nous, on avait notre billet pour 13h. On a pris notre train, on est arrivé à Paris à 12h30. On a presque couru, en fait, pour aller dans la file d'attente pour être là à 13h. En réalité, on a dû attendre une quinzaine de minutes dans la file d'attente. On est rentré, il y avait un monde. En vrai, ça fait plaisir de voir ça parce que tu te dis, mais c'est toute génération, tout livre confondu, enfin, tout genre de lecture confondu. Il y avait, en plus, le thème de cette année, c'était la BD. Enfin, vraiment, c'était donc le manga était mis à l'honneur, la BD était mise à l'honneur. Mais en fait, je sais pas si vous voyez comment c'est fait le Grand Palais,
mais vous avez toute une plateforme au sol et vous avez aussi ce qu'on appelle des balcons qui font tout le tour de la surface au sol, en fait. Et sur les balcons, il y avait la romance. Et en fait, on s'est fait, mais comment dire? Franchement, il y avait des bouchons pas possibles enfin là-haut, quoi, dans les balcons. Et sur les réseaux sociaux, donc sur ce fameux hashtag Bookstagram ou BookTok, vous avez énormément d'influenceurs de la lecture. Mais sincère, enfin, vous allez peut-être rigoler en écoutant ce podcast, mais sincèrement, il y a des influenceurs qui sont connus dans le domaine de la lecture et dans le domaine du livre et en particulier dans la romance. Et c'est ça, c'est vraiment sincère. Allez vérifier, vous allez voir. Enfin, franchement, c'est juste qu'il y a quelques années, personnellement, j'aurais jamais cru que ça aurait pris une telle ampleur. Et au final, je me dis, mais en fait, le monde, enfin, pour cette notion-là, en tout cas, le monde va pas si mal que ça. Parce qu'en fait, quand vous regardez un peu tout le mélange des générations qu'il y avait à cet événement-là, vous vous dites, on n'est pas perdu. Pour certaines choses, franchement, on n'est pas perdu. Et les jeunes générations, faut arrêter de leur taper dessus. Moi, je fais partie d'une génération un peu transverse. Là, actuellement, j'ai 27 ans. Donc, en fait, pour certains, je suis jeune et pour d'autres, bah, je suis vieille. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pas du tout le même point de vue des plus âgés que moi ou des plus jeunes que moi. Et donc, ça donne des débats un peu parfois où je me reconnais pas. En fait, j'ai pas vraiment ma place dans ces débats-là. Ou en tout cas, je peux apporter une vision complètement autre que les personnes en face de moi étaient en train de se faire. Et du coup, bah, c'est très intéressant, intéressant pardon, et très enrichissant de voir ça de mes propres yeux. Et franchement, enfin, ça fait plaisir parce que ça rassemble aussi quelque part. Il y a une vraie communauté de gens. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas assez. Moi, enfin voilà, quand je rencontre des nouveaux gens et tout, ça m'est déjà arrivé à la salle de dire ah et voilà, enfin, parce que je suis avec mon livre. Ah, tu lis? Oui, je lis. Et toi, tu lis? Ah bah non, j'aime pas ça. Bah pourquoi? T'as déjà essayé? Enfin, est-ce que tu sais quel genre de lecture te plaît? Est-ce que t'as déjà essayé de te poser avec un livre? Est-ce que t'as déjà essayé de faire l'exercice? Parce qu'au début, c'est pas plaisant, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver une histoire qui est accrochante. Parce que quand vous avez comment dire, un synopsis, enfin, une intrigue qui est vraiment accrochante, que vous êtes dedans et que vous avez envie d'y revenir et tout, pour un début de lecture, franchement, ça fait plaisir parce que vous allez lire un chapitre ou un demi-chapitre ou une page ou deux pages par jour. Mais en fait, vous allez vouloir y revenir parce que bah, ça vous plaît et enfin, voilà, vous vous faites un petit plaisir en faisant ça, en lisant ce livre-là. Faut trouver son âme sœur dans le livre, en fait, je pense. Mais c'est un jeu de mots, mais c'est pourri. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est comme une drogue, en fait. C'est qu'en fait, ça fait du bien. Euh, mais en fait, enfin, ça fait du bien, mais je reviens un peu sur un truc. Enfin, je disais qu'il y a un truc qui se fait quand on est en train de lire par rapport aux émotions. Je vous ai dit, ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer, de rire, d'être angoissée pour un personnage. Et en fait, on appelle ça je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en fait, c'est les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'en gros, vous lisez qu'un personnage court, fuit, qu'il y a un danger ou qu'il est amoureux ou que, je sais pas, qu'il a une relation sexuelle avec un autre, que il est manipuleur, enfin manipulant ou enfin manipulateur, pardon, ou manipulé ou quoi. Et en fait, vous allez développer de l'empathie ou je sais pas, des larmes, des frissons, du rire, voilà. Et en fait, c'est que dans le cerveau, vraiment, il y a des neurones qui comprennent ce que vous êtes en train de lire, ce que le personnage est en train de lire, et que donc vous êtes en train de développer de l'empathie aussi beaucoup pour le personnage que vous êtes en train de suivre dans votre lecture. Et c'est franchement, c'est très drôle. Après, il faudrait que je pose la question, tiens, à mon copain, pour savoir comment sa lecture, lui, la transmet. Est-ce qu'il est en train de suivre son personnage? Par exemple, si on prend bah, Gandalf le Gris dans sa lecture actuelle, est-ce que si Gandalf se bat, est-ce qu'il ressent des émotions plus que ça, ou c'est vraiment quelqu'un lui raconte l'histoire et puis ça s'arrête là? Faudrait que je lui demande, parce que je sais que pour beaucoup, pour moi en tout cas, j'ai une théorie de l'esprit de ouf qui est en train de se manifester. Et en fait, je pense, l'effet le plus fascinant en fait de la lecture, c'est vraiment d'avoir cette capacité-là en tant qu'auteur de pouvoir transmettre une émotion à quelqu'un par un mot, et en tant que lecteur, vraiment de pouvoir s'imprégner des mots qui sont écrits et de l'ambiance et de vraiment des émotions que le lecteur a voulu faire passer dans son livre, enfin que l'auteur a voulu faire passer dans son livre, et que le lecteur peut percevoir parce que le cerveau est capable.
de lui procurer des sensations physiques à travers sa lecture. Et je trouve que ça, c'est vraiment fort, quoi. On est vraiment capable de lire 600 pages et pendant 600 pages d'avoir l'impression d'avoir vécu avec nos personnages. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, enfin, encore une fois, je reviens sur ce livre qui m'a trop marqué, en fait. Mais le livre The Condition of Wild, mais sincèrement, quand je suis sortie de cette lecture, j'étais en mode hyper déçue qu'il n'y ait pas un tome 2. Sans rire, en fait. Et là, actuellement, je suis en train de lire la saga de Hannah Wang qui s'appelle les Kings of Sin, donc factuellement les rois des péchés capitaux. Donc en fait, chaque tome appartient à un péché capital. Donc par exemple, le premier, c'était la colère. Le deuxième, c'était l'orgueil. Là, je suis en train de lire le troisième qui est l'avarice. Le quatrième, c'est la paresse. Et le cinquième, c'est l'envie. Euh, il va y en avoir cinq, évidemment, parce qu'il y a 7 péchés capitaux de reconnus. Donc du coup, il va en avoir 7, pardon. Et actuellement, il y a en traduction française, il y en a que 5 qui ont été traduits. Et d'ailleurs, c'est ce livre-là, c'est le cinquième tome que j'ai acheté au Festival du Livre et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Et en fait, ce qui est trop fort par rapport aux lectures enfin, au livre de Hannah Wong, je fais une petite aparté pour elle parce que franchement, c'est trop fort, vraiment, son travail est dingue. C'est que chaque personnage de cette série-là est en lien avec des personnages qui sont dans une autre série qui s'appelle les Twisted. Donc je sais pas si vous avez déjà vu tourner ça sur les réseaux sociaux, mais je les ai aussi, mais je les ai pas encore lus. C'est la saga des Twisted, il y en a 4. C'est Twisted Game, Twisted Light, Twisted Love, Twisted Hate, je crois. Et donc du coup, chaque personnage, donc par exemple, j'ai un personnage là qui apparaît dans un de mes livres, donc dans le premier tome de Kings of Sin, qui s'appelle Christian Asher, je crois, Asher, un truc comme ça. Et on le retrouve dans un tome des Twisted et c'est lui le protagoniste principal de l'histoire. Et je trouve que, ne serait-ce que ça, l'autrice, elle s'est cassé le cul à faire une cartographie mentale elle-même pour pouvoir faire un, un vrai monde en fait et des vrais liens en fait entre ces livres. Et ce que j'aime bien aussi dans la romance actuellement, c'est que il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends Morgane Moncomble, une saga à succès qu'elle a sortie il y a quelques temps maintenant, je crois que c'est en 2023, qui s'appelle La saga des saisons. La saga des saisons, il faut savoir que ça commence en automne, ça finit en hiver. Ça finit en hiver, n'importe quoi. Ça finit en été. Le tome 1, c'est un automne pour te pardonner. Le tome 2, c'est un hiver pour te résister. Le tome 3, c'est un printemps pour te succomber. Et le tome 4, c'est un été pour te retrouver. Et en fait, chaque tome prend un personnage qui fait partie d'un groupe de filles, en fait. Et ce groupe de filles, c'est des amies qui vivent Enfin, il y a des liens familiaux, mais il y a aussi le fait qu'elles vivent toutes dans un coin de monde un peu isolé. Et elles sont pas toutes sur le même continent, mais c'est des potes quand même. Et je vous invite à aller lire cette saga parce que c'est impressionnant. C'est vraiment fou. Et en fait, il y a des liens entre les personnages. Elles se voient de temps en temps. On les voit se rassembler et tout. Mais vraiment, chaque histoire est différente. Chaque moment peut être lu n'importe quand. C'est-à-dire que si j'avais commencé ma lecture avec le tome 3 et que j'avais continué avec le tome 1 et que j'avais fini avec le tome 2, ça aurait très bien pu se faire. Parce que les liens entre les personnages ne se perdent pas et ils sont pérennes dans le temps. Et donc, du coup, en fait, ça aurait très très bien pu se faire, franchement. Après, je voudrais revenir sur un point. Vous savez, j'ai dit que mon conjoint, il était dyslexique et il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé quand j'essayais de récolter un peu les témoignages pour parler de la lecture. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, moi, enfin, comme si c'était une excuse en fait au fait de pas lire. Là, désolée, mais j'y vais un peu sévèrement. Mais même moi, j'avais utilisé le fait que je sois surefficiente mentale pour dire ouais, mais moi, j'aime pas lire, etc. En 2022, je disais non, mais moi, enfin, j'aime pas lire, c'est une perte de temps, etc. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire. Et actuellement, je peux pas me passer d'un livre, hein. Je suis tout le temps en train de me balader avec un livre. Je vais à la salle, j'ai un livre, je vais aux courses, j'ai un livre dans mon sac, enfin, tout le temps. D'ailleurs, on m'a conseillé d'acheter une tablette de lecture, là, une liseuse, parce que je suis tout le temps avec un livre, mais honnêtement, je sais pas encore. Je sais pas si c'est comment dire, un investissement que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, pour revenir sur cette excuse que beaucoup se donnent, parce qu'en fait, c'est même pas une excuse extérieure,
Je pense que c'est beaucoup pour nous-mêmes, pour se dédouaner du fait que, comme la lecture est vue comme quelque chose d'élitiste, je vais revenir un peu là-dessus, enfin, je reviens là-dessus, c'est que la lecture, dans l'ancien temps, la lecture, c'était pour les érudits. On avait des clubs comme les Précieuses qui lisaient et comme les poètes. Enfin voilà, l'écriture et la lecture, c'était vu comme quelque chose de très érudit et très réservé à la classe de la noblesse, en fait, qui était très noble, en fait, comme pratique, et surtout qui était peut-être un peu idolâtré, j'en sais rien, en tout cas, mais qui est très, dans l'histoire, reconnu comme quelque chose d'assez précieux et assez précieux dans le sens prout-prout, hein. Pas dans le sens précieux, c'est un trésor, mais plus dans le sens prout-prout, et c'était vraiment réservé qu'à une élite, en fait. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent les bienfaits de la lecture et qui ignorent en fait aussi, ne serait-ce que, au-delà des bienfaits cognitifs comme ce que je viens de vous exposer, les bienfaits sur le mental, je dirais, Hem, que ça peut donner. Et du coup, pour les enfants dyslexiques, bah, là, c'est particulier parce qu'effectivement, il y a une neuroatypie. Du coup, le cerveau ne fonctionne pas de la même façon que ce qu'on appelle la norme, même si j'aime pas appeler ça la norme parce qu'il y a pas de norme, en fait, chacun est comme il est. Mais chez les enfants dyslexiques, en fait, une pratique adaptée de la lecture fait que ça peut progressivement amener à de l'automatisation, de certaines reconnaissances de mots. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, en fait, la dyslexie, c'est très simple, c'est que les mots se mélangent et parfois, en lisant, une phrase, en fait, on oublie ce qui s'est passé au début de la phrase parce que les mots se mélangent et parfois on ne reconnaît pas les mots. Donc c'est pour ça qu'en fait, si un enfant, bah, c'est pas un enfant, mais je prends mon conjoint en exemple. Mon conjoint qui avait vraiment beaucoup de mal à se mettre à la lecture parce que c'était un exercice cérébral au départ, 1 an après, vous le retrouvez à lire tous les soirs et quand il lit pas, il dort pas bien. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et donc du coup, il va lire pendant 10 minutes, là où moi je lis peut-être pendant 20 minutes. Quoique ces derniers temps, il lit vraiment beaucoup en vrai. Il lit 20 à 30 minutes en réalité. Au début, c'était vraiment 10 minutes et puis pas plus. Parce que c'était vraiment trop pour lui. Parce qu'en plus, il est hyperactif. Donc il fallait qu'il bouge. Il fallait qu'il fasse quelque chose. En général, il claque ses pages entre elles quand il lit. Enfin, il a besoin de bouger en fait. Mais lui, je pense qu'il faudrait que je lui pose la question, mais je pense qu'effectivement, dans son cas, vu qu'il est dyslexique, on peut prendre cet exemple, l'automatisation de la reconnaissance des mots, je pense que c'est le cas parce que il est passé de 10 minutes à quasiment 30 minutes par soir, tous les soirs, à trouver, que cette activité était plaisante et que c'était quelque chose qui lui manquait quand, il l'avait pas. Et que donc du coup, je pense qu'il lit peut-être plus vite et ça doit être plus confortable aussi pour lui de lire. Voilà. Comme je le disais, enfin là je viens de le dire, mais en gros c'est juste une amélioration de la fluidité aussi de lecture et donc ça devient beaucoup plus confortable aussi. Et donc forcément renforcer aussi, certaines connexions, entre les régions du langage et de la vision. Ce qui fait que donc pour un enfant dyslexique, c'est vraiment beaucoup plus, bah, encore une fois, c'est un confort, mais c'est en fait, le mot confortable, il me plaît pas parce qu'on n'est pas là dans un truc, où on va prendre soin de soi et cetera, en mode c'est tout doux, tout machin. En vrai, c'est un vrai exercice pour les gens qui sont dyslexiques, mais avec une pratique de la lecture vraiment adaptée, en fait, on peut pas guérir de la dyslexie, ça non. Mais par contre, ça peut amener une expérience plutôt plaisante avec les mots, là où en fait, c'est une difficulté pour ces gens-là. Avec une pratique de la lecture qui est adaptée et progressive comme mon copain il l'a fait. Du coup, je enfin voilà, j'ai abordé beaucoup de sujets, mais là on est quand même au 10e point et mon 10e point, c'était le fait que la réserve cognitive, c'est un concept en fait qui est très étudié en neurosciences, neuroatypie et psychologie, enfin surtout en neurosciences parce qu'en fait c'est eux qui vont voir factuellement ce qui se passe dans notre cerveau et en fait on s'aperçoit que les personnes qui lisent beaucoup tout au long de leur vie, en fait, semblent développer aussi une réserve cognitive plus importante. Donc j'entends, que le cerveau, en fait, possède davantage de stratégies pour compenser les effets du vieillissement. Donc c'est la lecture, c'est une source de jouvence, fontaine de jouvence, en fait. Comment dire? Le vieillissement, neuronal, on entend, hein, psychologique, les maladies, en fait, qui sont, de l'ordre de l'Alzheimer et cetera. On s'aperçoit qu'en fait, la lecture, comment dire?
qui est, heu, qui est une activité, de tous les jours, quotidienne ou même toutes les semaines, hein, voilà, qui est quand même assez récente, enfin récente, fréquente, pardon, fréquente. On s'aperçoit qu'en fait, ça avait des vrais impacts sur, comment on vieillit aussi dans notre tête. Donc faut y penser parce que c'est un vrai bien-être, en fait, au final. Donc je pense qu'en fait, mon podcast, il est vraiment, il a tout à fait, il a tout son sa légitimité à être là et je me posais en fait, ça fait très longtemps que je me dis que je vais faire un podcast sur la lecture parce que j'adore la lecture et tout. Mais au départ, je pensais, vous faire un topo de ce que je suis en train de lire en ce moment et enfin, au moment où j'avais eu l'idée et de vous faire un peu, comment dire? Des résumés d'histoire, de ce que je suis en train de lire et en fait, je me suis dit: «Bah, ouais, mais c'est pas intéressant». Enfin, il y a des gens qui vont factuellement vouloir savoir ce que ça fait la lecture, mais pas forcément savoir ce que moi je lis. Enfin, en fait, ça intéresse personne ce que je lis. Mais par contre, d'ailleurs, en fait, j'ai quand même fait une aparté dans le podcast, ça m'a pas empêché donc en vrai, bon, j'ai quand même eu mon heure de gloire entre guillemets. Voilà. Donc on est au 10e point de la première partie et vu que ça fait déjà quand même 50 minutes que je suis en train de faire ça, je vais peut-être, arrêter mon podcast, à cette première partie et en reprendre une deuxième partie un peu plus tard. Mais pour conclure du coup, la réserve cognitive, donc ouais, on s'aperçoit qu'en sciences, en neurosciences, que enfin voilà, la lecture en fait améliore, enfin, nous aide un petit peu à améliorer notre stratégie de vieillissement. Donc en fait, les cellules potentiellement, hein, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en fait, plusieurs études associent une pratique régulière de la lecture à un déclin cognitif plus lent. Donc en fait, les cellules, j'imagine, du cerveau ou même du corps, ont un peu plus de résistance au vieillissement, en fait, enfin, voilà, avec une pratique régulière de la lecture chez les personnes âgées. Donc c'est en fait, on se rend compte que la lecture, c'est pas juste un passe-temps, c'est vraiment quelque chose qui va venir panser nos plaies. Elle va pas nous soigner, nous guérir, et nous éviter la mort évidemment, mais par contre, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif et beaucoup plus, acceptable, on va dire. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce long podcast parce que je me rends compte qu'en fait, ça fait déjà presque 1 heure que je suis en train de vous parler de la lecture en général et de tous ses bienfaits et donc je vous retrouve, la semaine prochaine pour la partie 2 des bienfaits de la lecture. Bye bye.